Bonjour à tous et à toutes. Nous avons le plaisir de vous accueillir sur ce live de Scientilivre. Nous recevons des auteurs. Vous aurez aussi le plaisir d'écouter des conférences, de participer à des ateliers. Aujourd'hui, on va partager un temps d'échange avec Christophe Cazenove. J'espère que vous poserez des questions ou vous témoignerez si vous avez lu de ces livres. Euh, J'aimerais bien ne pas être seule à faire l'interview, mais vraiment que ce soit un échange. Imaginez que vous êtes dans un salon avec un auteur et vous lui posez des questions. Et Christophe répondra avec plaisir à toutes vos remarques. Voilà. Imaginez que nous soyons en face à face. Et donc, n'hésitez pas à poser vos questions pour que Christophe puisse répondre à vos attentes et vous expliquer un petit peu son travail. Donc, je vous propose à tous de vous présenter rapidement Christophe et puis bien sûr il pourra compléter, hein. D'abord, c'est un scénariste de bande dessinée. Donc ça, c'est quand même le plus important. Je pense c'est le mot scénariste. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Il a beaucoup d'ouvrages dans sa biographie. On en parlera peut-être de quelques-uns puisqu'on va parler en lien avec bien sûr le thème de cette année scientifique, insolite nature. Mais vous verrez que si vous voulez aborder bien sûr sur d'autres BD, il n'y a pas de souci, il répondra volontiers à vos questions. Alors, on va dire que pour lancer un petit peu les choses, Christophe, c'est quoi pour toi un scénariste de BD? Bonjour, C'est quoi ton métier en scénariste de fait? BD, enfin pour moi et pour les autres, hein. Oui, C'est oui, écrire l'histoire, faire la mise en scène, les dialogues, faire toute la structure en fait de l'histoire. Toujours évidemment en échange avec le dessinateur ou la dessinatrice pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on va faire. Mais mon travail à moi, c'est vraiment de créer la structure, le squelette de l'histoire. Voilà. Et là où je prends le plus plaisir, c'est dans cette construction-là, plus évidemment comme je travaille essentiellement dans la BD humour, c'est de faire des dialogues et essayer de faire des dialogues qui soient un peu amusants. Ça, c'est la partie sympa aussi du travail. tout à fait. Mais ça veut dire que comment vous vous organisez? Toi, tu as l'idée, tu dis, tiens, je vais faire une BD, on va prendre les insectes puisque c'est une BD qui est en lien avec le thème. Tiens, je vais faire une BD avec les insectes, je téléphone à la dessinatrice ou au dessinateur, vous discutez avant, puis chacun travaille de son côté, ou alors elle arrive avec des planches et puis toi tu mets les dialogues. En fait, comment vous vous organisez? Il Comment... y a tous les cas, vraiment. Ça peut être un projet dont moi j'ai l'idée, dont je parle à un collègue ou à l'éditeur. Ça peut être l'éditeur qui nous lance sur un projet également. Cette série sur les insectes, c'est le co-scénariste François Vodarzac qui en a eu l'idée. C'est une série qui s'insère dans une collection pédago chez mon éditeur, chez Bambou, puisqu'il y a déjà une BD sur les dinosaures, sur les animaux marins également, dans le même principe. Et François donc avait cette passion pour les insectes euh, que je ne juge pas, mais voilà, il a plein d'insectes chez lui, mais je pense que lui c'est fait exprès. Voilà, j'imagine ça comme ça en tout cas. Et donc il a cette envie de partager sur cet univers complètement délirant, puisqu'on est vraiment dans un monde absolument délirant quand on s'intéresse aux insectes. Et ça a démarré comme ça. Donc il est venu me voir parce que lui a pas l'habitude d'écrire, enfin il a un peu plus maintenant, mais il n'avait pas l'habitude d'écrire du gag, et moi c'est plus ma partie. Donc pour cette série en particulier, François est venu avec ce projet. L'éditeur était partant. Il amène lui tout ce qui est scientifique, toutes les infos sur toutes les petites bestioles qui nous côtoient. Et moi, je cherche plutôt la partie gag. Donc ça revient à ce que je disais au départ, chercher la mise en scène et les dialogues pour agencer tout ça et faire en sorte que ça soit sympa à lire et qu'on puisse apprendre des petites choses en même temps, et qu'on ait appris un truc arrivé à la fin de la page. Les paléo, archéo, etc. Exactement, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Alors moi, évidemment, moi j'oublie au fur et à mesure tout ce qu'on met dans les pages, parce que je retiens certaines petites choses, mais il y a tellement. On a fait pas mal d'albums, on est en train de faire le tome 6, donc forcément, ça fait pas mal de pages. Faut pas me faire une interrogation, je suis pas sûr de pouvoir répondre. Non, c'est pas le but. Ça va, c'est pas un piège, Non, ça non, va. non, non, c'est pas un piège. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que moi, au début, quand je me suis dit, je vais faire une interview, des gags sur des insectes, je le voyais pas trop quand même. Honnêtement, c'est en lisant au fur et à mesure que quand je me suis mis à sourire et à rigoler sur certains de tes dialogues, je me suis dit, rire avec des insectes, le pari n'était pas gagné quand même.
Je pense qu'on peut rire avec tout. Enfin, je dirais pas qu'on peut faire une BD sur les rochers et que ça sera rigolo, mais c'est vrai que les insectes, c'est tellement varié déjà. Il y a tellement de choses dingues qui nous rappellent certains films fantastiques ou d'horreur parfois aussi. Euh, Ils sont tellement nombreux. Enfin, c'est fascinant quand on s'intéresse aux tout petits, sans aller jusqu'au microscopique, mais au monde du microcosmos, quoi, comme le disait le film à l'époque. C'est vrai que c'est fascinant. Donc, il y a énormément de choses à raconter. On évite d'être trop scientifique, déjà parce que nous ne sommes pas scientifiques, on est juste intéressés par le sujet, mais on essaye de faire de la vulgarisation et d'intéresser, de faire une initiation au monde des insectes, d'éveiller un peu la curiosité. Alors évidemment, c'est pas un sujet qui est peut-être prêt à rire au tout départ, mais la chance aussi, c'est que le dessin de Cosby, le dessinateur, puisqu'il est important dans la bande dessinée, c'est important d'avoir un dessinateur, arrive à faire des têtes pas possibles aux insectes qui les rendent vraiment drôles, crétins, et ça fait Ils sont passer plus sympas. facilement certains messages. Oui, c'est Oui, ça. ils sont sympas. Nous, la priorité, c'est de faire une BD humoristique. Le côté pédago et info vient en deuxième, mais il est important évidemment. Mais on essaie quand même toujours d'avoir en ligne de mire l'idée qu'on fait une BD humoristique avant tout. Mais alors, est-ce que tu vois les insectes autrement, maintenant que tu as fait ça? Oui, bah forcément, parce que, ne serait-ce que pour la mouche, il y a des espèces de mouches, alors je serais incapable de les citer, mais voilà, la mouche, c'est comme le fruit, ça veut rien dire en fait. C'est un concept, parce que la mouche, il y a plein de mouches différentes. Et puis, il suffit de. Je trouve que ce qui est intéressant avec les insectes, si on compare avec une autre série sur laquelle je travaille, les animaux marins en BD, où là on s'intéresse à des espèces exotiques ou des abysses que moi personnellement je ne verrai jamais, parce que je n'ai pas l'intention d'aller dans les abysses. Les insectes, pour en voir, il suffit de creuser un petit peu la terre. On va dans son jardin, on prend une petite pelle, on creuse, ou même avec les doigts, et on en voit. Donc c'est quelque chose de très accessible, les insectes, il y en a partout. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant, c'est finalement ouvrir les yeux sur un monde qui est très proche de nous. Ils sont là, mais on ne les voit pas. Et si on commence à les voir et qu'on commence à s'intéresser à eux, on trouve que c'est fascinant et on oublie le côté euh, nuisible qu'on leur attribue trop souvent, parce qu'ils ont tous leur utilité. Sauf les moustiques, surtout dans le sud de la France, là où j'habite, on a du mal avec les moustiques, mais bon, ils ont Nous forcément leur aussi. utilité aussi. Nous aussi à Toulouse, on a du mal. Pas de souci. Mais c'est vrai qu'on change de regard quand on lit les BD sur les insectes comme sur d'autres animaux. Mais en même temps, est-ce que tu penses que est-ce que tu as conscience ou est-ce que tu veux ou tu ne veux pas avoir un message? Alors, j'utilise le terme écologique, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire de vraiment faire connaître la nature et d'appréhender la nature autrement. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui te tient à cœur ou tu le fais sans t'en rendre compte? On le fait, évidemment, parce que oui, c'est important déjà. Moi, c'est un sujet qui me touche parce que, ben, au travers de cette BD-ci ou les animaux marins, où là, je travaille depuis peu sur une BD qui s'appelle Le zéro des animaux disparus. On n'évoque que des espèces qui n'existent plus. Et il y a derrière un message pour parler de notre environnement, faire attention, protéger les espèces, parce qu'il faut éviter que d'autres disparaissent encore, hein, parce qu'on sait que il est prévu là que beaucoup disparaissent de la carte dans les années à venir. Donc pour les insectes, évidemment, on a un personnage de la mamie. En fait, on n'a pas beaucoup d'humains dans les BD sur les insectes. Il y a un petit garçon et quelques petites copines et copains à lui, et la mamie. Et la mamie qui a une trouille bleue des insectes, qui a les poils qui se hérissent dès qu'elle en voit un, comme beaucoup d'entre nous. Mais justement, l'idée, c'est de lui faire découvrir les insectes. Et dans l'album qu'on est en train de préparer, elle s'intéresse au compost. Justement, c'est une façon aussi de montrer quand on a du compost, mais c'est parce qu'il y a des insectes que ça fonctionne. Alors, on essaie de prendre les a priori que nous avons tous et puis d'aller un peu au-delà et de montrer qu'effectivement, les insectes, c'est important pour l'écologie, c'est important de faire attention à eux. Et si on peut, par le biais des insectes, parler également de la nature, de l'environnement, et avec une petite touche écolo. C'est pas une BD militante écolo, mais Oui, forcément, oui, on bien parle de sûr. nature, donc on parle d'écologie. Oui, c'est forcément, quoi. C'est juste, voilà, ce que je disais au début, c'est éveiller la curiosité, aller au-delà de certaines barrières qui nous font un peu grincer les dents quand on voit des bestioles, ou même des blattes, hein, parce que la blatte, c'est pas très glamour, mais finalement, ça a aussi son utilité. Il paraît que quand il y a une Ouais, blatte dans une maison, c'est que la maison est propre. Alors bon, ouais, je suis pas comme très quoi, fan des blattes. Je dois dire. personne. Mais bon. Il y en a qui les mangent, hein, donc c'est vrai que Ouais, ça alors m'a c'est une fait autre blague. réfléchir.
Moi, quand j'ai lu ta BD, ça m'a fait réfléchir parce que quand même, dans la poursuite de l'humanité, on se dit, il faut pas manger trop de viande, etc. Mais certains se tournent vers les insectes avec de la poudre pour faire des farines, etc. Ça pose question quand même parce que là aussi, ce sont des animaux. Et, Oui. euh, et tout comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, ils ont tous un rôle à jouer, leur importance. Alors, oui, ce sont les animaux, mais c'est vrai qu'on en parle comme étant une potentielle solution pour continuer à manger des protéines tout en mangeant moins de viande. Il y a des élevages, de toute façon, dans le sud, là, je ne sais plus vraiment à quel endroit, vers Toulon, je crois qu'il y a un gros élevage d'insectes, mais pas que pour manger de la farine, on peut manger des sauterelles, enfin, des insectes en entier, pas forcément. J'ai même vu une sucette à la vodka avec une mouche à l'intérieur. Enfin, là, c'est quand même encore plus mieux. C'est pour le dessert, je pense, c'est ça. Euh, mais pourquoi pas? Enfin, c'est, ça fait vraiment partie des a priori, effectivement, au-delà desquels on peut aller. Euh, Justement, hier, j'ai travaillé sur une page du prochain tome où on parle des nuisibles et la sauterelle est considérée comme un nuisible, parce qu'elle elle peut détruire des champs. C'était quand même la 8e plaie d'Égypte. Mais bizarrement, du point de vue humain, ça devient moins une plaie si on commence à la manger et qu'elle remplace, enfin, qu'elle nous sert d'apport en protéines. Donc c'est vraiment un point de vue, en fait. Tout est question de point de vue, d'axe, de la façon de présenter l'animal. S'il détruit quelque chose auquel on tient, c'est un nuisible. Et puis si on le mange de suite, Oui, tout on de le trouve suite, ça beaucoup fait plus utile, moins. quoi. Bah oui, bon, après ça, c'est Dans les humain. planches qui circulent là pendant que nous discutons, on voit les mythos. Tu veux nous en parler un petit peu? Alors les petits mythos, oui, c'est une BD qui a également qui est une initiation à la mythologie grecque, donc c'est un petit peu dans le même esprit. C'est une envie que j'avais, moi, enfin une passion depuis que je suis gamin sur la Grèce en général, pas que la mythologie, mais tout, enfin, tout ce qui touche à ce pays-là. Et le dessinateur voulait faire aussi quelque chose d'assez libre graphiquement pour créer des personnages un petit peu, des créatures un peu monstrueuses ou quoi. Donc la mythologie s'est imposée rapidement. Et l'idée de la BD, c'est de faire découvrir la mythologie grecque au travers de pages en gag. Alors c'est moins pédago que les insectes, parce qu'on ne donne pas des infos, j'allais dire vraies, mais de toute façon vraie mythologie dans la même phrase, c'est un petit peu étrange aussi. Euh, on parle de choses que les enfants, enfin les lecteurs en général d'ailleurs, pas que les enfants, pourront retrouver dans des dictionnaires sur la mythologie. Ça peut faire découvrir les personnages de façon différente. Alors, je pense que les pages qui circulent sont du tome 11 qui est ancré axé sur la Crète. L'idée, c'était de faire un album où tout se passe sur cette île. Alors, notre personnage principal sur tous les albums, c'est le Minotaure, qu'on appelait Totor. Ce qui est plus sympa que son nom dans la mythologie, Astérion. On trouvait que Totor, c'était quand même plus enjoué, plus sympathique. Et on découvre la Crète. Alors, c'est toutes les mythologies qui tournent autour. Le palais de Knossos, le labyrinthe, Dédale qui a construit le labyrinthe, Pasiphae, la femme de Minos, Ariane. Enfin, on fait une découverte comme ça de la Crète et des légendes de Zeus qui aurait grandi sur le mont Ida, loin de son père Chronos qui bouffait tous ses enfants. Enfin, on parle de toutes ces choses-là d'un point de vue humoristique, évidemment. Et la page, justement, il y a une page en noir et blanc que je vous ai envoyée qui montre Zeus dans la grotte dans laquelle, justement, il a grandi. Bon, après, nous, on montre qu'il vient se reposer un petit peu quand il va être au calme. On a tendance à présenter Héra comme un personnage assez pénible. Je crois qu'il se met à l'écart pour se reposer de temps en temps. On prend ces personnages-là de façon très, très humoristique, très légère. On montre qu'ils sont aussi crétins et aussi jaloux, aussi bêtes que peuvent l'être parfois les humains. Donc, on a vraiment des dieux à l'image des humains avec la mythologie grecque. Et c'est vraiment ce côté-là qu'on voulait montrer avec Philippe Herbier, le dessinateur, c'est-à-dire que ces dieux-là, finalement, ont des caractéristiques dans lesquelles on peut se retrouver. Euh, Ils peuvent être jaloux, envieux, enfin, il y en a pas un pour attraper l'autre. Et sans faire exprès, le personnage que nous avons choisi comme héros, le Minotaure, dans la mythologie, il s'avère que c'est sûrement le personnage le plus innocent, puisque il naît monstrueux par la faute du roi Minos. Voilà. C'est à cause de lui que Poséidon, enfin, il aurait dû rendre hommage à Poséidon en sacrifiant le taureau blanc que Poséidon a fait sortir de l'eau à sa demande. Et puis finalement, comme ce taureau était très beau, il l'a gardé pour lui, il a sacrifié sûrement une vache folle. Et ça n'a pas plu à Poséidon, qui a rendu sa femme amoureuse du taureau. C'est comme ça qu'est né le Minotaure. Il n'a rien demandé et il est tué dans son sommeil par Thésée. Donc il était enfermé dans un labyrinthe, c'est une vie un peu pourrie.
c'est vraiment un personnage innocent, c'est le seul. Sinon, tous les autres sont quand même plus ou moins des crapules, dans le sens où ils ont envie d'avoir des pouvoirs pour être plus fort que l'autre. Enfin, voilà. C'est humain, quoi. Et le Alors, prochain album aura comme personnage principal Hermès. ah, Voilà. Il y a pas mal de choses à se reprocher aussi. alors, petit clin d'œil pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes autour de Toulouse, je vous rappelle que dans la halle aux machines, la halle de la machine, nous avons une super structure métallique du Minotaure qui a circulé dans Toulouse il y a maintenant quelques années de ça. Et donc, vous avez beaucoup de choses à voir autour de ce Minotaure. Euh, on n'a toujours pas de questions. J'aimerais bien que s'il y en a qui sont là, vous puissiez vous exprimer, parce que moi, j'ai plein de choses à lui demander, mais j'aimerais bien que vous participiez aussi avec nous. Moi, je voulais savoir, quand tu écris, par exemple, ce genre de choses, tu te documentes d'abord parce que tu pars avec des choses qui sont, alors, vraies, bien sûr, la mythologie, c'est pas vrai, mais des choses qui ont été, on va dire, écrites. Je veux dire, tu n'as pas changé les noms. Tu es parti sur des choses, on va dire, admises. On va pas dire réelles, mais Oui, bah admises oui, par tous. C'est-à-dire que tu as fait un gros boulot de documentation. Comment tu travailles, en fait, ce genre de choses? alors, c'est admis par tous, sauf par ceux qui ont écrit des versions différentes, parce que forcément, même dans les auteurs antiques, ils n'étaient pas d'accord déjà. Au tout début, je m'étais aperçu que certains parlaient du talon d'Achille et d'autres parlaient de la cheville. Alors, on reste dans la même partie du Zone. corps, mais déjà, bon. Donc, alors, je me documente effectivement. J'ai un dictionnaire de la mythologie dont je me sers tout le temps, parce que c'est vraiment la base pour avoir accès rapidement. Moi, je préfère de toute façon utiliser des livres. C'est pas que j'ai pas confiance en Internet. Je vais sur certains sites comme Mythologica, par exemple, mais on retrouve de toute façon sur Internet ce qu'on peut trouver dans les dictionnaires. Donc, et puis c'est vrai que j'aime bien aussi utiliser des bouquins antiques. Alors si j'ai des... ça fait un peu un télo, mais c'est comme ça. On fait de la BD humour, mais sérieusement. Et si j'ai besoin de me documenter sur une partie précise de la Grèce, je prends un livre de Pausanias qui a écrit Voyage en Grèce. Il décrit ce qu'il a vu. C'est un auteur antique. Et c'est vachement intéressant parce qu'on voit ce que décrit le gars quand il était sur place. Le temple d'Athéna, il était comme ça, il avait telle statue à tel endroit. C'est une source de documentation vraiment très utile. Et sinon, pour chaque album, quand je pars comme ça, là par exemple pour Hermès, j'ai fait un petit topo avec mon dictionnaire, avec des bouquins que j'ai pu trouver aussi à droite à gauche. Essayer de trouver un max de documentation, de savoir quoi raconter sur le personnage, essayer d'être assez complet. Et là où on s'amuse vraiment sur cette série des petits mythos, c'est qu'à la fin de l'album, on fait un dossier pédago. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de la BD sur la Crète. À la fin, on a fait un dossier complet sur la Crète avec tous les personnages. Moi, j'avais été en Crète il y a 2 ans avec ma femme. On a pris des photos, on a parlé, on a parlé de ce qu'on a vu aussi. C'est-à-dire, dans la BD, on a inclus le palais de Knossos tel qu'il est aujourd'hui. Je trouve ça sympa. Si le lecteur va là-bas sur place, il va retrouver avec les dessins de Philippe Herbier ce qu'il peut voir sur place. Enfin, on aime bien faire ce mix en fait entre mythologie et réalité. Et la Grèce, pour ça, c'est impressionnant parce que quand on va en Grèce, on voit des lieux dans lesquels se sont passées des choses incroyables. On voit le mont Olympe, il existe, il est là, quoi. On n'est C'est pas dans des endroits c'est magiques, l'histoire quoi. à ciel ouvert, oui. Exactement, c'est ça qui est fort. Pareil pour Knossos. C'est là, soi-disant, qu'il y a le labyrinthe. Je trouve que c'est assez touchant quand même. Il y a un mystère. Enfin, bon, de toute façon, c'est un pays qui m'a toujours attiré. Mais en plus, la mythologie mélangée comme ça au réel, c'est-à-dire que les gens qui habitent là-bas se côtoient tout le temps. Des endroits où, soi-disant, là, il y avait une porte des enfers, là, il y avait tel Amazon qui a fait tel truc. Enfin, là est enterrée la tête de Méduse. Enfin, c'est quand même dingue. Moi, j'habite dans les Bouches-du-Rhône. J'ai pas, il y a plein de choses, mais il n'y a pas ça, quoi. Pas autant. Là-bas, c'est tellement chargé de mythologie. Donc, la documentation est importante parce que ce qu'on veut, c'est que les lecteurs retrouvent ce qu'on met dans les pages de BD et le retrouvent après dans des bouquins qu'ils pourront lire ou sur place en Grèce. Voilà. Euh, Et là, pour le prochain tome, j'avais envie, dans le dossier, de parler justement de la source de la mythologie, d'où ça vient. Et comme le thème parle, enfin, le personnage principal du tome 12 sera Hermès, qui était le messager de Zeus, je partis sur l'idée de dire, bah, est-ce que finalement la mythologie qu'on connaît aujourd'hui, c'est Hermès qui nous l'a amené en tant que messager, ou est-ce que peut-être qu'il y a eu d'autres auteurs qui l'ont fait entre-temps? Évidemment, il y a des auteurs antiques qui s'en sont occupés. Et on fait un petit focus sur une vingtaine d'auteurs antiques euh, alors qui peuvent faire peur. L'idée, c'est de présenter à des enfants des auteurs qui peuvent faire peur, à des adultes aussi, comme Plutarque, Sophocle, Euripide, enfin, des noms qu'on ne lit pas tous les jours, mais en leur montrant pourquoi c'est intéressant aussi d'aller les lire et que la mythologie, ça vient de eux. C'est eux qui ont raconté ça. Et s'ils n'avaient pas mis ça dans des pièces de théâtre ou dans des textes qui peuvent aujourd'hui nous paraître un petit peu effrayants, on n'aurait pas toute cette mythologie.
Donc, je voulais montrer la source en fait de ces choses-là, mais en restant dans notre axe qui est l'humour. Moi, je suis pas historien, voilà, je suis pas spécialiste de dramaturgie, donc c'est juste un survol comme ça de ces œuvres-là, de façon humoristique pour donner envie d'aller ouvrir ces bouquins, d'aller à la source des mythes. Petite, moi, quand j'ai eu des enfants maintenant qui sont un peu plus grands, mais j'avais acheté la mythologie pour les nuls aussi. J'avais beaucoup aimé Oui, parce bah, que j'avais trouvé beaucoup d'infos. Et on a un ancien ministre, Luc Ferry, qui a fait un gros pavé sur la mythologie grecque de A à Z, qui est aussi très bien documenté. Alors moi, je voulais te demander, là, pour l'instant, tu parles de la Grèce avec passion. Est-ce que tu imagines faire des choses sur d'autres mythologies, comme par exemple la mythologie chinoise, ou il y a des mythologies en Afrique, enfin, il y a d'autres types de mythologie. Est-ce que ça t'intéresse ou pour l'instant, tu es alors, focalisé un petit peu sur la Grèce? alors, ça tombe bien, puisque on n'en avait pas parlé, c'est vrai, Non. mais au mois de mai, je crois, oui, en mai, sortiront les petits mythos, enfin sortira plutôt les petits mythos qui nous présentent la mythologie nordique. Ah, Ben voilà, l'idée effectivement, c'était de, on a envie, moi j'avais envie depuis un moment d'amener nos petits mythos en Égypte ou à Rome pour parler des autres mythes, mais avec notre série habituelle, c'est un peu compliqué parce qu'il faut les amener, il faut l'expliquer dans l'histoire, il faut que ça sur place, il faut les refaire revenir. Et là, on s'est dit, on peut faire un album un peu plus, enfin hors série, une collection hors série, où nos petits mythos sont directement dans un autre lieu géographique. Là, ils sont donc en Scandinavie, pour découvrir les mythos nordiques, Odin, Thor et Loki et toute la marmaille. Alors, c'est un album qui est à moitié page de BD, à moitié rédactionnel. Il y a beaucoup plus de pages là, de textes, mais avec des textes courts, pour présenter vraiment dans son ensemble la mythologie nordique. Donc effectivement, ça a demandé un gros boulot de documentation pour le dessinateur Philippe Larbier. Alors c'était compliqué parce qu'on s'est dit, on était assez surpris. Il n'y a pas beaucoup on n'a pas trouvé beaucoup de statues qui représentent les dieux nordiques. Il n'y a pas c'est de vrai. temple, tout ça. Alors on s'est dit peut-être qu'ils ont fait ça en glace à l'époque et du coup ça n'a pas tenu. On voit pas d'autres raisons pour lesquelles il y Et il aurait y a rien du aujourd'hui. bois. Je pense que vous utilisez beaucoup le bois et le bois n'a pas une existence aussi longue que la Voilà. pierre. Donc, Donc, s'ils avaient fait comme les Grecs avec de la vraie pierre, on aurait des choses aujourd'hui. Il y a moins de textes aussi, c'était un peu plus compliqué pour trouver de la doc. Mais finalement, on s'est vraiment amusé à faire cet album où on confronte pas les mythologies. On a Totor, donc notre personnage fétiche, le Minotaure, Hercule, Ulysse, Aphrodite qui se retrouvent là-bas, donc chez les Nordiques et qui nous font découvrir en 11 chapitres les dieux, les créatures, les lieux de la mythologie, Yggdrasil, l'arbre-monde qui est pilier de tout ah ça, oui, les Valkyries. Enfin voilà, on essaye vraiment une fois de plus de faire de la vulgarisation. Moi, je suis pas du tout spécialiste de la mythologie nordique. On le, on fait de l'initiation, on montre un petit peu ce qu'on a compris, ce qu'on a aimé, ce qu'on a envie de faire partager. Et peut-être qu'une prochaine fois, on pourra amener nos mythos en Égypte, ça me plairait bien. Avant de ça serait pouvoir y aller pour de sympa. vrai. Voilà. Et je suis pas sûre que ce soit encore d'actualité, mais on Mais espère tous. avant d'aller en Égypte, je viendrai quand même à Scienti-Livre pour de vrai, hein. C'est vrai que ça me Ah oui, paraît ça serait le bien plus quand même. important, Avec hein. Voilà. grand plaisir, on n'est pas très loin, donc c'est Ouais, vrai c'est qu'on vrai. sera ravis. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que si on parlait peu des Nordiques jusqu'à pas si longtemps que ça, et on se Mm. rend compte que sur des plateformes, on va pas citer des noms, mais il y a des plateformes quand même où il y a beaucoup de séries qui tournent maintenant autour de cette mythologie viking, on va l'appeler comme ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas trop parce qu'on a été bercé, on va dire, par de la mythologie grecque ou romaine. Et c'est intéressant d'avoir d'autres visions des choses. En tout Oui, cas, et ça a été un problème pour nous, tous ces films et toutes ces BD autour de la mythologie nordique, parce qu'on ne savait pas des fois si la documentation qu'on trouvait prenait appui sur les BD de, de Stan Lee ou sur les films ou les séries. C'est vrai que ça a été. C'est un univers, effectivement, dont on parle depuis ouais, plus récemment, je pense, que le reste. Mais c'était quand même intéressant à découvrir et puis c'était l'occasion de montrer nos petits mythos avec une écharpe. Ça, on l'avait pas encore fait dans la BD. Ouais. bon, en tout cas, on arrive à la fin de cette interview. Moi, je te remercie beaucoup parce que j'ai découvert plein Merci, de choses. merci Donc, beaucoup. en lisant, et moi, j'ai beaucoup aimé de lire de la BD avec humour. J'ai pas l'habitude de lire des BD comme ça et ça m'a fait découvrir un autre monde. En Ah tout cas, bah, merci. c'est Bon, bah, gentil, merci beaucoup. avant de nous quitter, je rappelle à tous les participants que sur le site de Scientilivre, vous avez un onglet librairie. Et donc,
la librairie Ombre Blanche de Toulouse travaille avec nous et vous propose des documents. Et donc, pour Christophe, il vous suffit de taper dans le petit onglet de recherche, vous pouvez taper un titre, vous pouvez taper le nom de l'auteur ou même la maison d'édition. Et vous trouverez donc une partie, parce qu'il a écrit beaucoup, beaucoup de choses. Donc, ils ont fait une sélection donc, de ces ouvrages que vous pouvez commander sur le site et vous les recevez donc directement. Donc, n'hésitez pas à profiter de cette sélection qui a été faite par les libraires de Ombre Blanche. En tout cas, Christophe, merci. Il y a peut-être d'entre vous qui sont Merci peut-être beaucoup. arrivés pendant l'interview. Nous continuerons cette interview demain parce que nous avons le plaisir de nous retrouver demain à 5. 14h20. Avant. 14h20, le début de l'intervention. Donc, merci Christophe. Belle journée. J'espère qu'il fait un petit peu meilleur dans les Bouches-du-Rhône qu'à Toulouse. Et bon festival à tous ceux qui nous écoutent. N'oubliez pas des ateliers, des conférences, des auteurs. Vous avez un week-end cocooning chez vous, Mm. du plaisir, de la lecture et écoutez tous ces gens qui sont passionnés de science et de littérature. Mm. Au revoir à tous et puis très belle journée. Un joli programme, c'est vrai. Merci.